Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Plusieurs événements ont marqué la sphère sociopolitique guinéenne en 2018, première élection locale depuis 2005, aux violentes manifestations de l'opposition, tour d'horizon à suivre dans ce journal. Au Kenya, le gouvernement opte pour la privatisation des sociétés d'État et la révision des règles restrictives. Objectif affiché, optimiser son marché boursier. Et les architectes en République démocratique du Congo se dotent d'une législature. L'Ordre national des architectes a pour mission première la protection des personnes et des biens dans l'industrie du bâtir. Un climat politique et social tendu aura marqué l'année 2018 en Guinée, de l'organisation des élections locales à l'entrée en politique de certaines personnalités ou encore les manifestations récurrentes de l'opposition. Des faits majeurs ont marqué les esprits en Guinée. On fait le point avec Siamlo Victoria Sedji. En Guinée, l'année 2018 a été secouée par des tensions politiques à répétition. Premier fait marquant, les communales du 4 février. Premières élections depuis 2005, elles ont consacré la victoire du Rassemblement du peuple de Guinée parti au pouvoir et donné lieu à de nombreuses contestations menées par l'opposition avec à sa tête l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. La vie politique se porte très mal en Guinée toujours, avec le comportement surtout de certains leaders politiques, avec surtout l'échec de l'installation des exécutifs communaux. À ces contestations politiques se sont ajoutées des grèves intersectorielles dont la plus tenace impliquait le secteur de l'enseignement. La plupart des revendications ont porté sur l'augmentation des salaires. En réponse, le gouvernement a prôné le dialogue. Le gouvernement a pris toujours ses responsabilités, mais vous savez, quand une responsabilité n'arrange pas l'autre côté, ça devient toujours une guerre et des tiraillements un peu partout, parce qu'il faut le dire. Il ne s'agit pas de revendiquer pour revendiquer. La revendication aussi doit être objective. On ne peut pas aujourd'hui donner 8 millions à un ancien guinéen et demain, un autre corps va demander 12 millions. Autre fait marquant, la marche des femmes amazones contre les violences policières meurtrières lors des manifestations politiques. À noter que les violences dans le pays ont entraîné en 2018 d'importants dégâts matériels et plus d'une dizaine de décès. En République démocratique du Congo, il n'y aura pas de vote dans les zones de conflit. Le 30 décembre, la commission électorale a annoncé ce mercredi le report partiel des élections dans 2 zones de conflit. Il s'agit des circonscriptions électorales de Béniville et Butembo-Ville en province du Nord Kivu ainsi que Yumbi dans la province de Mai-Ndombe en raison de l'épidémie d'Ebola et les violences interethniques qui secouent la région. Les élections sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique. Selon la Commission nationale, 1 million d'électeurs sont concernés par ce nouveau report qui suscite la polémique dans le pays. Mais d'un point de vue juridique, cet énième report est illégal. Élément de réponse avec Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. Le calendrier électoral publié par la décision numéro 065/CENI/BIR/17 est réaménagé comme suit. 30 décembre 2018, organisation de l'élection couplée présidentielle, législative et provinciale. Le 6 janvier 2019, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le 15 janvier 2019, publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 18 janvier 2019, prestation de serment du président de la République élu. Les élections directes dans les circonscriptions électorales de Béniville et Butembo-Ville en province du Nord Kivu, ainsi que Yumbi dans la province de Mai-Ndombe, initialement prévues le 30 décembre 2018, sont programmés au mois de mars 2019. Le gouvernement kenyan veut innover en matière de capitalisation boursière. Pour ce faire, le pays s'est engagé dans une politique d'investissement moins restrictive, par exemple l'introduction de nouvelles dispositions en privatisant notamment les sociétés d'État, de nouvelles règles donc sur lesquelles les autorités misent pour une participation plus active sur les marchés des capitaux. Les précisions de Corinne Kamsefem.
Dans l'optique d'optimiser son marché boursier, le gouvernement kényan opte pour la privatisation des sociétés d'État et la révision des règles restrictives, ce qui aura pour effet d'accroître la participation de ces sociétés sur le marché des capitaux et d'encourager leur introduction en bourse. Malgré les marchés de capitaux sophistiqués du Kenya par rapport à ses pairs d'Afrique de l'Est, la facilité d'entrée et de sortie est entravée par des réglementations restrictives et une faible liquidité du marché, ce qui contribue à des coûts de transaction élevés. Pour les autorités kenyanes, cette réforme du marché des capitaux exige la révision des règles d'inscription, notamment l'exigence de la rentabilité des entreprises au cours des 3 ou 5 dernières années, ainsi que les normes applicables au niveau d'endettement. Il est également souhaité l'amélioration de la formation des investisseurs et l'évaluation des cadres fiscaux et réglementaires afin d'encourager la stabilité financière et la transparence de l'information financière. Pour arriver à obtenir des performances, le Kenya doit pouvoir élargir son marché et l'ouvrir aux pays voisins pour avoir une masse critique. Et la deuxième des choses, il faudrait que le Kenya se donne la possibilité d'utiliser les technologies de pointe. Nous avons la chance d'arriver à une période où ce n'est plus la bourse où des personnes étaient en train de travailler physiquement. Aujourd'hui, la bourse est dans les systèmes. Et je pense que le Kenya est un pays à grand appétit technologique et ils ne se priveront pas de ça. Les marchés financiers du Kenya sont considérés comme les plus sophistiqués de l'Afrique de l'Est, avec 62 sociétés cotées en bourse et une capitalisation boursière de 2,1 milliards de shillings. C'est une infrastructure de 20 MW qui nécessite au total 35 milliards de francs CFA. C'est la construction de la centrale solaire de Guru-Banda au Niger. Le gouvernement compte en débloquer 15,5 milliards et à travers ce projet, le pays veut réduire la précarité énergétique. Mathilda Diaby. Le Niger prévoit d'investir 15,5 milliards de francs CFA dans la construction d'une centrale solaire de 20 MW sur le plateau de Guru-Banda à Niamey. Financée par l'Agence française de développement, la centrale devrait faciliter l'accès à l'énergie de la population de la ville et de ses environs. Si on est alimenté, approvisionné en matière d'électricité, d'énergie électrique par le Nigeria, à hauteur de plus de 80% par le Nigeria. Ce qu'on produit localement, toutes les installations locales, c'est des installations qui sont à la limite vétustes, qui ne peuvent pas permettre de produire suffisamment d'énergie pour faire face aux perturbations qui surviennent souvent du côté du Nigeria. Ce projet de centrale solaire devrait contribuer à la réduction du déficit énergétique important au Niger et à la diversification des sources énergétiques du pays. En effet, le taux d'accès à l'électricité ne dépasse pas 13% et présente de fortes disparités entre le milieu rural et urbain. Les consommateurs se retrouvent souvent pendant 48 heures, 72 heures dans des problèmes d'accès à l'énergie électrique. Le 20 MW, ça va permettre quand même de pouvoir supporter une bonne partie et faire en sorte que la capitale au moins ne soit pas confrontée à ce genre de situation. La première centrale solaire du pays d'une capacité de 7 MW a été inaugurée en novembre 2018. D'autres projets du même type sont prévus par le gouvernement nigérien, comme la centrale hybride d'Agadez dans le nord du pays, dont la construction est prévue en 2019. En République démocratique du Congo, l'industrie de la construction immobilière est en pleine mutation. La loi sur la création de l'ordre des architectes a été promulguée le 13 décembre, mettant ainsi fin à la société des architectes mise en place depuis l'époque coloniale. Et l'assainissement du secteur demeure la première priorité de cette nouvelle organe. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Construction anarchique, mauvaise architecture, le domaine de la construction immobilière et de l'urbanisme fait face à plusieurs défis en République démocratique du Congo. La problématique, c'est surtout l'absence d'un imposant instrument juridique pouvant accompagner l'exercice des professionnels de ces secteurs. Dans le souci d'organiser cette industrie, l'Ordre des architectes du Congo a été créé avec la promulgation par le chef de l'État de la loi en la matière. Promulguant officiellement la loi sur l'organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes, ces cadres offrent à la République démocratique du Congo un outil de haute facture qui est l'Ordre national des architectes. En République démocratique du Congo, les dégâts dans le domaine de la construction sont comptés par milliers. Écroulement des maisons, construction sur les terrains non adaptés, des routes mal construites, nombre de failles qui exhibent les faiblesses de ces secteurs. Donc cette fois-ci,
l'ordre aura aussi pour mission de contrôler, de surveiller tous les plans qui vont au ministère de l'Urbanisme pour obtenir l'autorisation de bâtir. Donc il y a des mesures vraiment que nous allons mettre en place pour que cela ne puisse pas nous échapper. La loi sur la création de l'Ordre des architectes du Congo a été promulguée le 13 décembre 2018. Elle met ainsi fin à la Société des architectes du Congo en vigueur depuis l'époque coloniale. L'Ordre des architectes créé réunira, après un solide processus d'adhésion, des architectes, architectes intérieurs, paysagistes et les urbanistes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.